Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, petite vidéo de, qui va concerner le filtrage, donc une vidéo de révision ici. Donc un premier exercice qui va parler de filtrage d'une tension crénée. Alors ici on propose deux circuits différents, vous voyez. Donc un circuit bouchon et un circuit de Wien, pour leurs noms respectifs. Et l'idée ensuite, c'est qu'on dispose d'une certaine résistance, d'une certaine capacité, d'une certaine inductance, et qu'on envoie en entrée de ces filtres un signal créneau de période T1 et de pulsation ω1, dont on cherche à extraire un signal sinusoïdal de même période, enfin un signal sinusoïdal ou triangulaire à la fin. L'objectif va être de comparer les performances des deux filtres. Donc vous voyez, le signal en entrée, c'est le signal décrit ici. Et alors là, on voit instantanément que l'énoncé nous fournit la décomposition spectrale du signal. Donc ça, c'est une information importante. On sait maintenant comment composer une tension créneau avec offset à partir de signaux sinusoïdaux. Donc vous voyez, ici on a plusieurs briques de base sinusoïdales qui viennent s'additionner pour former la tension créneau. Et il faut ici donc, au départ, déterminer la fonction de transfert des filtres sous une forme canonique donnée et calculer H0, ω0 et Q dans chacun des cas. Alors là, eh bien, ce qu'on va faire, on va commencer par déterminer les fonctions de transfert des deux filtres. Alors ici, on commence par le premier filtre. Alors le premier filtre, donc circuit bouchon. Donc on a une résistance, et en sortie, on a une bobine en parallèle sur un condensateur. Ici, on a la tension de sortie, ici, on a la tension d'entrée, et donc la ligne de masse située en bas. Alors, la première chose que l'on peut faire ici pour étudier ce circuit bouchon, ce filtre bouchon, eh bien, c'est une étude asymptotique du comportement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si on se place à basse fréquence, on sait qu'on va remplacer le condensateur par un interrupteur ouvert et qu'on va remplacer la bobine par un fil. Ça vient du fait que l'impédance d'un condensateur est 1 sur JC-ω et que l'inductance d'une bobine est JL fois ω, avec ω la pulsation des signaux, donc injectée sur le composant. À haute fréquence, on inverse les rôles, on remplace le condensateur par un fil et la bobine par un interrupteur ouvert. Alors qu'est-ce que ça signifie sur la sortie? Eh bien, que ce soit à haute ou à basse fréquence, on a à chaque fois les deux bornes de la sortie qui sont reliées par un fil. Donc la tension de sortie est nulle dans les deux cas. Donc ça signifie qu'on va avoir à faire un filtre passe-bande. Alors maintenant, pour déterminer la fonction de transfert, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va associer les impédances en sortie. Donc ici, l'association étant en parallèle, on va travailler avec l'admittance Y qui vaut 1 sur Z pour alléger un peu le calcul. Et donc on va avoir Y qui vaut 1 sur 1 sur JC-ω, donc JC-ω, plus 1 sur JL-ω. On rappelle que lorsqu'on a une association parallèle, l'inverse de l'impédance vaut la somme des inverses des impédances associées. Donc ici, je vais maintenant déterminer la fonction de transfert en appliquant un pont diviseur de tension. Donc, qu'est-ce que je vais avoir ici? Je vais avoir la fonction de transfert h de j ω qui vaut en complexe S sur E qui vaudra Z sur R plus Z complexe. Autrement dit, si j'écris avec les admittances, je divise tout par Z et je vais avoir 1 sur 1 plus R fois Y.
ce qui va me donner instantanément 1 sur 1 plus JRC oméga plus R, bon, ici j'ai distribué R sur JL oméga, soit encore 1 sur 1 plus J RC oméga moins R sur L oméga. Donc là j'ai obtenu la fonction de transfert du filtre ci-dessus, donc sous la forme 1 sur 1 plus J RC oméga R sur L oméga. Alors ici je peux vérifier les dimensions rapidement. Je veux que RC oméga soit sans dimension, ça tombe bien, oméga a la dimension de l'inverse d'un temps, RC est un temps. R sur L oméga, je sais que L sur R c'est un temps, on se rappelle des transitoires du premier ordre, et je sais que oméga c'est l'inverse d'un temps, donc là c'est cohérent. Donc j'obtiens la fonction de transfert ici du filtre, que je vais basculer sous forme canonique. Alors, la forme canonique, qu'est-ce qui va se passer? Je sais que h de jx, avec x qui vaut oméga sur oméga 0, vaut 1 sur 1 plus jq, x moins 1 sur x. Donc là, je vais procéder par identification. Donc ça, c'est important. Même ici, c'est pas encore 1, on sait pour l'instant, on va plutôt écrire h0. D'accord? Hop, j'efface ici. Donc, ici, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire par identification que h0 vaut 1 pour ce filtre-là, que q fois x vaut rc fois oméga, et que r sur L oméga vaut q sur x. Donc finalement, je vais obtenir, après calcul, h0 égale 1, q égale 1 sur r racine de L sur C, et oméga 0 qui vaut 1 sur racine de LC. Ici, comment est-ce que j'ai fait pour obtenir ce résultat? Eh bien, simplement, pour isoler Q, j'ai multiplié 1 par 2. Pour obtenir oméga 0, j'ai fait 2 divisé par 1. Donc, ici, j'ai obtenu l'ensemble des données qui interviennent dans la forme canonique du filtre. Alors, maintenant, je vais m'attaquer au second filtre, donc ici le filtre de Wien. Alors, je ferai le diagramme de Bode un petit peu plus tard. Hop, je vais décaler un petit peu toutes les pages ici. C'est vrai que là, j'aurais peut-être pas prévu assez de place. Alors, hop, tac. Voilà. Désolé pour ce petit contretemps. Hop. Voilà, on a réajusté le tout. Ok, revenons à nos moutons. Donc maintenant, on doit déterminer la fonction de transfert du second filtre. Filtre de Wien présenté ici. Donc on commence par représenter le filtre. Toujours la même chose, hein. En mécanique comme en électricité, on commence par faire un schéma pour pouvoir résoudre le problème qui est posé. J'ai R ici, en série avec C. En sortie, j'ai R en parallèle sur C.
Hop, comme ceci. J'ai la tension en entrée ici, la tension en sortie ici. Alors, au niveau de l'étude asymptotique, donc, à basse fréquence, je remplace le condensateur par un interrupteur ouvert. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que cette branche disparaît, que ici j'ai S qui vaut R fois I, mais comme j'ai un interrupteur ouvert avant, j'ai I égale 0. Donc à basse fréquence, S égale 0. À haute fréquence, je remplace les condensateurs par des fils, et donc là j'obtiens instantanément S égale 0, car j'ai un court-circuit. Donc j'annule la tension en sortie à cause du court-circuit causé par C à haute fréquence, j'annule la tension en sortie à cause de l'annulation de l'intensité passant dans cette branche, car C est remplacé par un interrupteur ouvert, à basse fréquence. Donc encore une fois, je vais avoir un passe-bande. Donc pour ce qui est de la fonction de transfert, je vais la déterminer grâce à un pont diviseur de tension, comme précédemment. Et comme précédemment, eh bien, je vais associer les impédances qui sont situées en parallèle en sortie. Donc là, en sortie, j'ai une impédance équivalente ZEC. D'accord? Et ZEC, je sais que la loi d'association des impédances va me dire que 1 sur ZEC, qui vaut YEC, vaut 1 sur R, plus JC oméga. Et le pont diviseur de tension derrière va me dire que la fonction de transfert H de J oméga, qui vaut S sur E, vaut Z équivalent sur, alors ici j'ai une autre impédance équivalente, donc alors là je vais mettre un point en rouge, là je vais mettre un point comme ceci. L'autre impédance équivalente, je vais la trouver grâce à une association en série, je vais l'appeler Z'EC. Je sais que Z'EC, ce sera R plus 1 sur JC oméga. Donc ici, je vais avoir S sur E qui vaut ZEC sur Z'EC plus ZEC. En utilisant les admittances plutôt que les impédances, je divise tout par ZEC, je vais avoir une expression beaucoup plus simple. 1 sur 1 plus YEC Z'EC. Donc il me reste à calculer ce terme-là pour calculer la fonction de transfert. Donc après avoir fait évidemment les associations d'impédance. Donc ici, YEC Z'EC, je sais que ça vaut 1 sur R plus JC oméga, facteur de R plus 1 sur JC oméga. Une chose est sûre, c'est que ce terme-là est sans dimension. Je multiplie une impédance par l'inverse d'une impédance. Donc 1 sur R fois R, il vient 1. 1 sur R plus 1 sur JC oméga, 1 sur JRC oméga, plus JRC oméga, plus JC oméga fois 1 sur JC oméga, 1. Donc ici, en regroupant tous les termes, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver que H de J oméga, c'est 1 sur 1 plus ce produit-là, donc 1 sur 3 plus 1 sur JRC oméga, plus JRC oméga. Alors, là, donc, j'ai trouvé la fonction de transfert. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Il va falloir que je la passe sous forme canonique. Et pour la passer sous forme canonique, eh bien, il y a une chose qui est importante, c'est de constater que ici, je n'ai pas un facteur 1 au dénominateur. Donc, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir diviser par 3 en haut et en bas pour pouvoir passer sous forme canonique.
À ce moment-là, je vais obtenir h de j oméga égale 1 tiers divisé par 1 plus j facteur de, enfin même j fois 1 tiers, fois 1 sur RC oméga, fois RC oméga, pardon, moins 1 sur RC oméga. Là, je vais travailler par identification. Je sais que la forme de fonction de transfert que je cherche, c'est h de jx avec x qui vaut oméga sur oméga 0, pulsation propre du filtre, si on veut. H de jx qui vaut h0 sur 1 plus jq x moins 1 sur x. Donc là, instantanément par identification, je vois apparaître h0 égale 1 tiers, q égale 1 tiers, oméga 0 égale 1 sur RC. Donc vous voyez ici, j'ai un h0 plus faible et un q qui est forcément fixé. Donc a priori, ce filtre est déjà moins modulable que l'autre. Donc là, j'ai déterminé les deux fonctions de transfert et j'ai bien vu que je pouvais les mettre sous la même forme canonique, h de jx qui vaut h0 sur 1 plus jq, x moins 1 sur x. Alors, maintenant, qu'est-ce qui est demandé? Il est demandé, dans la suite, de tracer le diagramme de Bode en gain en phase et de trouver le filtre le mieux adapté. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ici, on va attaquer une étude de la fonction de transfert sous forme canonique, h de jx qui vaut h0 sur 1 plus jq, x moins 1 sur x. Et on va travailler sur le comportement asymptotique à basse fréquence, à haute fréquence, et on va travailler sur le comportement à x égale 1 également. Alors, à basse fréquence, qu'est-ce qui va se passer? À basse fréquence, x tend vers 0. Donc ici, je peux dire que la fonction de transfert h de gx, fonction de transfert complexe ici, devient, alors non pas égale, hein, je vais travailler sur un équivalent, devient équivalente à h0 sur jq, sur plus exactement même moins jq sur x. Soit, si on multiplie par j en haut et en bas et qu'on remonte x, jx fois h0 sur q. À ce moment-là, le gain en décibels devient équivalent à 20 log de h0 sur q plus 20 log x. Alors, on rappelle que le gain en décibels, c'est 20 log du module de la fonction de transfert. Donc ici, je vais avoir une pente à plus 20 décibels par décade, et je vais avoir une ordonnée à l'origine de 20 log de h0 sur q. Alors, la phase ici, qui vaut l'argument de h de jx, eh bien on sait qu'elle va tendre vers l'argument de jx h0 sur q, donc vers plus pi sur 2. À haute fréquence, quand x tend vers plus l'infini, je vais avoir h de jx qui devient équivalent à h0 sur jqx, donc moins j, autrement dit, sur h0 qx. Le gain en décibels devient équivalent à 20 log de h0 sur q, plus, alors plus ou plutôt moins, 20 log de x. Donc là, phi, l'argument de la fonction de transfert, va tendre quant à lui
vers moins pi sur 2. Donc on va avoir ici une pente, qui sera une pente de moins 20 décibels par décade. Alors, on sait une chose, on sait que ceci est caractéristique d'un comportement dérivateur, la pente de plus 20 dB par décade, avec le déphasage à plus pi sur 2, lié à la multiplication par Jx ici. On sait à l'inverse que 1 sur Jx, ce qu'on a ici autrement dit, avec la pente à moins 20 dB par décade, correspond à un comportement intégrateur. Alors, on complète l'étude avec ce qui se passe quand x vaut 1. Alors là, quand x vaut 1, vous voyez que h de j, ici, si on peut remplacer x égale 1, ça vaudra h0 plus 1 sur 1 plus jqx moins 1 sur x, donc h0 tout court. Donc, le gain en décibels vaudra 20 log de h0, et phi, ici, vaudra 0. Donc là, on a fait une étude quasiment complète, on va dire, des filtres. Ici, au fait, l'intérêt de la forme canonique, c'est que finalement, on a eu une seule étude à faire pour les deux filtres. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe pour chacun des filtres, pour essayer de conclure, en faisant des applications numériques. Alors on va comparer le circuit bouchon au filtre de Wien. Alors, pour le circuit bouchon, on sait que 20 log de H0 vaut 0 décibels, et 20 log de H0 sur Q vaut moins 50 décibels. Pour le filtre de Wien, 20 log de H0 vaut moins 9,5 décibels, tandis que 20 log de H0 sur Q vaut 0 décibels. Alors, qu'est-ce que ça va changer sur les diagrammes de Bode? Ce que ça va changer sur les diagrammes de Bode, si on fait là un tracé rapide à main levée, alors hop, on va se proposer de faire ça ici, alors ici on va se contenter des diagrammes de Bode en gain, hein, c'est ça qui va nous intéresser, c'est que dans un cas, hop, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais graduer en gain en décibels ici, je vais graduer en log de x ici, hop, voilà. Alors, et je vais représenter par exemple en rouge ce qui se passe pour le circuit bouchon. Ok, pour le circuit bouchon, donc 20 log de H0 est à 0 décibels. Très bien. Et on sait que 20 log de H0 sur Q est à moins 50 décibels. Moins 10, moins 20, moins 30, moins 40, moins 50, par exemple, on serait ici. Et ensuite, je sais qu'il y a une perte de moins 20 décibels par décade. Donc ici, comment est-ce que je vais graduer ceci? Log de x vaudra 0 ici, vaudra, allez, 1 ici par exemple, vaudra 2 ici, hop, 1, 2, 3, 3 ici. Alors là, je vais avoir deux asymptotes. Alors, on va poursuivre, moins 1 ici, hop, moins 2 ici, ainsi de suite, moins 3 ici. Alors ici, ça signifie que si je pars de moins 50 décibels, une décade plus loin, je suis à moins 70 décibels. Des deux côtés d'ailleurs. Donc les asymptotes vont avoir cette allure. Et je vais avoir un pic à 0. Donc, pour le filtre de Wien, l'allure de la courbe de gain sera la suivante. Hop, comme ceci. Bon, c'est un peu patatoïdal tout ça, mais vous avez compris le principe. Bon, le maniement des tablettes graphiques, hein, c'est toujours un peu problématique. J'aurais dû en acheter une meilleure.
Pour ce qui est... pardon, du circuit bouchon en plus, je me suis trompé. Alors pour le filtre de Vin, par contre, je vais avoir 20 log de H0 qui vaut moins 10 décibels, enfin moins 9,5 ici, avec ici les deux asymptotes qui se croisent en 0. Donc, je crée les asymptotes ici. Bon. Et là, qu'est-ce que je constate? Je constate que la courbe de gain réel va avoir cette allure-là. Donc là, j'ai le filtre de Vin. Là, j'ai le circuit bouchon. Qu'est-ce que je peux dire instantanément? Je peux dire que le circuit bouchon sera beaucoup plus sélectif c'est-à-dire que la bande passante à moins 3 décibels sera beaucoup plus étroite. Donc, si je dois choisir entre les deux filtres, je vais évidemment, si je veux isoler un signal sinusoïdal donné, choisir le filtre le plus sélectif possible. Donc ici, le circuit bouchon. Alors, maintenant, on me demande, dans la question 3, de s'intéresser au montage le mieux adapté, oméga 1 égale oméga 0, et il faut trouver l'expression du signal de sortie. Alors, ici, si on place oméga 1 égale oméga 0, ça veut dire que le fondamental est situé exactement au centre de la bande passante. Donc si j'ai un signal en entrée de la forme A sur 2, composante continue, plus somme de P égale 0 à l'infini, donc là vous voyez je reprends exactement l'énoncé, de moins 1 puissance P, alors ça va pas jouer, hein. Ça va jouer sur la phase, 2A sur pi de P plus 1 cosinus 2P plus 1 pi oméga 1 fois T, et bien à ce moment-là, je vais au niveau des amplitudes avoir pour la composante continue A sur 2 en entrée qui va donner 0 en sortie. Alors pourquoi est-ce que je vais avoir 0 en sortie? Parce que je suis à une infinité de décades avant la fréquence centrale du filtre. On a fait une fréquence nulle et à une infinité de décades avant une fréquence non nulle. Donc ici, eh bien, cette composante s'annule. Si je prends le fondamental, je regarde l'amplitude, je vais constater que l'amplitude que je peux appeler A0, elle vaudra 2A sur pi, si je prends des valeurs positives. En sortie, j'aurai la même chose, car je sais que le gain en décibels est nul lorsque je suis exactement à la fréquence centrale du filtre. Pour la première harmonique, P égale 1, vous voyez, ici pour l'instant j'étais à P égale 0, à P égale 1, je vais avoir A1 en entrée, qui vaudra 2A sur 3pi. Et si je remplace dans la fonction de transfert la fréquence, ou la pulsation plus exactement, par 3 oméga 1, autrement dit x par 3, eh bien je vais obtenir A'1 qui vaudra 2A sur 3pi fois le module de h de j fois 3. Autrement dit, A1 fois, en faisant l'application numérique, 1,94, 1,9 fois 10 moins 3.
Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai divisé par, on va dire, par presque 1000, hein, par 500. J'ai divisé par 500 l'amplitude du signal en entrée. P égale 2. Donc là, A2 vaudra 2A sur 5pi en entrée. En sortie, A'2 vaudra 2A sur 5pi, en suivant la même logique et en remplaçant non plus x par 3 mais x par 5, fois 1,44 fois 10 moins 3. Donc là, j'ai divisé par presque 1000 aussi l'amplitude. Donc là, je vais avoir des atténuations de 60 décibels environ. Pardon, de 62, 40 décibels, ouais, 66, 60 décibels environ. En effet, j'ai divisé par 1000 à peu près l'amplitude. Donc, est-ce que les harmoniques sont conservées? Non. On voit que le fondamental est inchangé. On voit que les harmoniques suivant immédiatement le fondamental sont déjà supprimées du signal. Et évidemment, plus on s'éloigne de la fréquence centrale, et plus les composantes spectrales seront coupées. Donc là, si en entrée on a ce signal, eh bien en sortie, on va simplement obtenir 2A sur pi, enfin avec un signe moins devant, hein, vous voyez, moins 1 puissance p, enfin moins 1 puissance, non d'ailleurs c'est p égale 0 ici. Donc on aura 2A sur pi cosinus de oméga 1 fois t. Donc là j'ai obtenu le signal en sortie associé à ce signal en entrée. Donc j'ai supprimé la composante continue qui se trouve à une infinité de décades avant la fréquence centrale du filtre. J'ai supprimé les harmoniques de rang 1 et 2, donc toutes les harmoniques suivantes, en divisant leur amplitude par au moins 500, on va dire, voire plus. Donc maintenant, la question que je vais me poser, c'est comment faire pour générer un signal triangulaire à partir de la tension créneau. Alors, qu'est-ce que ça signifie générer un signal triangulaire à partir d'une tension créneau? Ça signifie que je veux que des fonctions constantes deviennent des fonctions affines. Alors là, j'ai représenté E de t, t. Donc par exemple ici, si je ne m'occupe pas de la composante continue à A sur 2, qui est de toute façon coupée, quoi qu'il arrive, eh bien, la tension triangulaire, on va avoir un coefficient directeur positif quand la valeur ici, quand la valeur est positive par rapport à la valeur moyenne, un coefficient directeur négatif quand la valeur est sous la valeur moyenne. Donc là, la transformation d'une tension créneau en tension triangulaire va se faire par intégration. Alors, si je veux qu'il y ait intégration, ça veut dire qu'il faut que je sois dans la partie, dans la zone de fréquence où le comportement est intégrateur. C'est-à-dire dans la zone où finalement j'ai une pente à moins 20 décibels par décade avec un déphasage à moins pi sur 2. Donc ici, au fait, la zone où h de jx est équivalente à h0 sur jqx. Donc, ici, je sais que je vérifie cette condition à condition que oméga 1 soit très grand devant oméga 0. Autrement dit, à condition que x soit très grand devant 1. Donc là, si je veux intégrer le signal pour générer un signal triangulaire à partir d'une tension créneau, je vais me placer au-delà
de la bande passante. Donc ici, si je veux justifier ceci proprement, je vois que si h de jx vaut à peu près h0 sur jqx, ça va signifier que S complexe sur E complexe vaut à peu près donc la même chose, h0 sur jqx. Donc si je repasse en notation réelle, ça veut dire que S de t vaudra h0 sur q, E de t ici, et la division par jx, on rappelle ce que c'est, ça revient à diviser par j oméga et à multiplier par oméga 0, donc je vais avoir h0 oméga 0 sur q, intégrale E de t dt. Donc là, c'est le comportement intégrateur qui va me permettre d'obtenir le signal triangulaire. Alors, le problème que pose cette intégration grâce à ce filtre, c'est le coefficient qui est devant. Pourquoi? Parce qu'ici, je vais avoir forcément une atténuation du signal. C'est-à-dire que je vais avoir intégration, d'accord, mais je vais avoir une atténuation. Et l'atténuation va être d'autant plus forte que je suis loin de la bande passante. Je perds 20 décibels à chaque décade. Donc si je suis à 2 décades de la bande passante, je perds 40 décibels directement. C'est-à-dire que j'ai divisé par 100 l'amplitude. Donc vous voyez, j'ai intégré la tension créneau, mais j'ai divisé par 100 l'amplitude du signal pour passer du créneau au triangle. Mais là, je n'ai pas le choix. Ce type de traitement analogique de signal s'occupe forcément d'une perte d'amplitude du signal. Donc ceci conclut le premier exercice de révision sur le filtrage. Donc vous voyez, ça balaye un petit peu tout. Ça va des calculs de fonctions de transfert, alors avec association d'impédance, etc., au tracé de diagrammes de Bode avec les équivalents, et donc comportement intégrateur, dérivateur, etc. Comparaison de deux filtres, donc là on se sert du cahier des charges pour essayer de trouver quel filtre va fonctionner le mieux pour le traitement du signal que l'on veut effectuer. Alors au départ on nous disait qu'on voulait isoler un signal sinusoïdal, donc si on veut isoler une seule composante spectrale, eh bien on va chercher la bande passante la plus fine possible. On peut remarquer que dans le second cas, dans le cas où on veut un comportement intégrateur, peut-être que dans ce second cas, le filtre de Wien serait mieux adapté, parce qu'on a moins d'atténuation. La bande passante est plus large, donc moins d'atténuation. Et donc, pour finir l'exercice, eh bien, on peut conclure en disant que eh bien, on doit toujours s'adapter ici à l'énoncé. C'est-à-dire que on nous présente un traitement de signal que l'on veut effectuer. On sait globalement comment les filtres fonctionnent. Vous voyez qu'il est bon d'avoir les formes canoniques en tête et les asymptotes et ce que ça signifie en termes de traitement de signal. Et donc derrière, on se débrouille avec ces informations pour essayer de répondre au mieux à la question posée. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et je vous annonce la suite au prochain épisode.